La femme est plus qu'un être vivant qu'on doit définir par son sexe et ses sentiments. C'est un être doté d'une raison, d'un mental, d'une psychologie, non pas différente de l'homme, mais complémentaire. Et cette complémentarité a été bafouée, donc on vient de parler comme avec Maman Mouilou, donc elle est bafouée, elle est cachée, elle est écrasée, elle est rabaissée, puis elle est écartée de la conduite des destins des peuples africains ainsi que de leur communauté extérieure et de leurs descendants métissés dans les différents pays du monde. Il y a quelques jours, quelques semaines, parce que je donne des cours d'histoire à des enfants aussi, j'ai abordé avec eux, c'était à Anvers, la mythologie de la création du monde, des premiers êtres humains selon les Congo. Dans la mythologie Congo, pour faire court, l'être humain, le premier être, était un être, ce qu'on pourrait appeler androgyne, qui était appelé Mahungu. Et Mahungu, suite à une démarche qu'il a entreprise par rapport à ce qu'on appelle l'arbre sacré, s'est séparé en deux, ce qui aurait donné l'homme et la femme. Donc on voit bien que dans la construction spirituelle des peuples Congo, ce n'est pas l'homme qui est apparu en premier. Ce n'est pas la femme non plus qui est apparue en premier. Les deux êtres, via ce mythe, c'est pour nous dire que les deux êtres sont complémentaires avant tout, en sachant que l'un comme l'autre a un pouvoir au niveau spirituel, a un pouvoir créateur. La femme, elle donne la vie et l'homme donne sa part pour que cette vie-là puisse avoir lieu. La force des cours d'histoire que je donne par exemple aux enfants, c'est que j'aime insister auprès des petits garçons surtout sur le rôle central qu'occupait la femme noire à l'époque précoloniale ou à ce qu'on devrait appeler l'Afrique impériale. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une femme qui était celle qu'on pouvait donner gratuitement, facilement. Ce n'était pas une femme à qui on pouvait accorder un privilège. C'était une femme qui avait déjà ces choses-là. Aujourd'hui, on a du mal à voir des femmes africaines dans des postes, dans des niveaux de fonction, de responsabilité, de pouvoir. Alors que dans l'Afrique impériale, c'était chose courante, c'était chose commune. L'afrofuturisme nous défie et nous demande, serez-vous capable d'imaginer un futur pas si éloigné où les rôles dévolus aux hommes pourront être aisément remplis par des femmes dans la complémentarité la plus anodine. Le souci qu'il y a avec l'approche qu'on a par rapport à l'activisme, le féminisme, ultraféminisme et autres, c'est qu'on a, certains en tout cas, l'impression que l'on oppose les hommes et les femmes. Or, ce sont simplement des revendications légitimes de personnes, pour ne pas dire des femmes, des êtres humains qui disent que nous sommes des personnes et nous avons des droits. Donc, dans l'afrofuturisme, on a cette capacité de pouvoir se dire que les luttes d'aujourd'hui peuvent nous emmener à un futur différent. La femme noire, femme à l'identité multiple, car on l'appelle aussi femme africaine, femme afrodescendante, afro-américaine, afro-péenne, afro-asiatique, afro-maghrébine et toutes les autres appellations possibles et existantes. Cette identité, ces identités-là ont droit de citer si la femme noire le détermine par elle-même. Donc, son identité à la femme noire est avant tout africaine car ses racines le sont. Ses fondamentaux sont africaines car son identité l'est. C'est pour dire qu'on ne doit pas tourner le dos à ce passé, aussi douloureux soit-il. Elle doit nous servir de leçon, elle doit nous servir de point de départ pour pouvoir construire un meilleur avenir. Donc si on veut aller de l'avant, on ne peut pas aller dans une direction sans voir d'où on vient. Et c'est super important pour nous de mesurer l'importance de cette chose, parce que le futur se construit sur base du présent et l'afrofuturisme est cette manière de voir son avenir, celui de son peuple, de sa communauté, mais toujours en rapport avec une base, une fondation et un passif historique. Je vous remercie.